Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue à notre webinaire dédié aux élections du CSE et à la mise en place de la BDES. Pour ceux qui découvrent Webikeo, vous pouvez nous voir en haut à gauche. Tous les micros des participants sont coupés, mais vous pouvez nous poser vos questions pendant toute la présentation dans l'espace de chat qui est situé en bas à gauche. Nous pourrons y répondre à la fin de la session. La présentation d'environ 30 minutes va se dérouler au centre et le support est téléchargeable. Nous enregistrons l'ensemble de cette présentation pour vous permettre d'accéder au replay de ce webinaire après la conférence de ce matin. Avant de démarrer, nous allons nous présenter. Donc pour ma part, Kevin Ménard, je conseille les prospects et les clients d'Alcuin dans la mise en place de leur BDES pour piloter leur dialogue social. Et je suis accompagné de maître Teddy Mariel. Bonjour à tous, Teddy Mariel. Je suis avocat au barreau d'Angers au sein du cabinet Horatio Avocat, qui est implanté dans l'ouest de la France, notamment à Nantes, Angers ou encore Paris, et membre du réseau international Baker Tilly. Le cabinet Horatio consacre son activité à destination d'entreprises et de décideurs autour de différents pôles de compétences, principalement droit des affaires. Pour ma part, je dédie mon activité au droit social, tant en conseil qu'en contentieux. Quelques définitions sur les acronymes dont vous avez pu avoir connaissance, BDES et CSE. Donc, le CSE, le Comité social et économique, est une nouveauté issue de la réforme du Code du travail intervenue par voie d'ordonnance en septembre 2017, les ordonnances dites Macron. Concrètement, une de ces ordonnances a pour objet de fusionner les institutions représentatives du personnel existantes, à savoir CHSCT, CE et DP, en une seule, le CSE. Je vais laisser la parole à Kevin relativement à la définition de la base de données économiques et sociales. Donc pour la BDES, donc effectivement, base de données économiques et sociales, historiquement appelée également BDU, base de données unique. Donc cette base de données, elle a pour mission de simplifier et de fluidifier les relations entre les différentes institutions représentatives du personnel, les IRP, et les employeurs, que ce soit les services RH, les services financiers ou les directions. L'objectif, c'est d'apporter suffisamment d'informations aux élus pour les mettre sur un pied d'égalité d'informations avec justement ces directions. L'absence d'information, au contraire, elle peut mener à une cristallisation du dialogue social, voire un blocage des échanges et du dialogue social. Et donc la BDES, d'un point de vue légal, elle a été créée en juin 2013. Donc là, c'est les textes de loi, les premiers textes de loi qui sont venus imposer ce format de communication des informations aux différentes organisations, aux différentes entreprises, aux différentes associations. Donc ce cadre légal, créé en 2013, a été appliqué en 2014 pour les entreprises de plus de 300 collaborateurs, et puis plus tard en 2015 pour les entreprises de plus de 50 salariés. L'objectif de cette BDES, c'était de reprendre des éléments déjà présents dans des documents que vous connaissez très bien, des bilans sociaux, des liasses fiscales, des bilans HSCT, des rapports sur les égalités hommes-femmes. Et donc le législateur il est venu extraire les informations de ces documents pour venir les classer autour de 9 rubriques légales. Depuis les ordonnances Macron, ces 9 rubriques ont même été réparties autour de 3 temps de consultation qui sont obligatoires. On en reparlera tout à l'heure, Teddy. Le contenu de cette BDES a pour objectif de fournir suffisamment d'informations. Donc les textes de loi précisent une information complète et loyale. Donc il faut que l'information soit lisible, accessible et compréhensible. L'objectif, c'est que les élus qui, une fois qu'ils auront consulté cette information, puissent transmettre leurs avis éclairés, favorables ou défavorables, aux directions des entreprises. Alors, que risque-t-on si on ne met pas en place ce CSE, cette instance unique, ou si on pense pouvoir se passer de la BDES? Le risque le plus connu, il est encadré par le Code du travail, c'est le délit d'entrave. Dans l'hypothèse où un employeur ne souhaiterait pas mettre en place le CSE, c'est le délit d'entrave qui est encadré par le Code du travail, qui, sur le plan pénal, apporte différentes sanctions, notamment pouvant aller jusqu'à des peines de prison et des amendes.
C'est le risque le plus connu, le plus identifié. Il y a un autre risque, je pense notamment dans l'hypothèse où la décision de l'employeur doit être précédée d'une consultation du CSE. Et je pense plus spécifiquement lorsqu'un salarié se voit être considéré inapte par le médecin du travail et que l'employeur doit consulter le CSE sur les propositions de reclassement. S'il n'existe pas de CSE, l'employeur devra, sauf à courir un risque très fort, devra mettre en place le CSE dans l'attente afin de pouvoir obtenir l'avis du CSE. Et justement, dans cette attente, l'employeur sera contraint de reprendre le versement du salaire du salarié déclaré inapte, salaire à perte. Voilà, merci pour cet exemple. Un exemple parmi d'autres. Oui. J'ai eu l'occasion d'en échanger récemment. Et à propos de la BDES, Kevin? Alors, concernant la BDES, même chose. Si on n'a pas mis en place d'outils, ou en tout cas de mise à disposition de l'information, c'est vraiment cette mise à disposition de l'information qui est obligatoire, on peut s'attendre à une amende de 7 500 € pour les personnes physiques et on peut la multiplier par 5 jusqu'à 37 500 pour les personnes morales. D'accord ? En plus de cette amende, il y a une astreinte qui va être mise en place de 1 000 € par jour en attendant la mise en place d'une BDES digne de ce nom. Donc ça, c'est pour le risque financier, pécunier. En plus de ce risque financier, vous vous exposez également à bloquer les décisions qui pourraient être demandées du côté des élus. Donc, c'est-à-dire que quand vous sollicitez vos IRP, il y a un délai qui commence à courir. Ce délai ne court pas tant que vous ne leur avez pas apporté suffisamment d'informations. D'accord ? Autre possibilité, s'il y a des avis qui ont été rendus, favorables ou défavorables, en l'absence de cette BDES, les élus peuvent revenir sur leur avis en disant qu'ils avaient formulé un avis sans forcément connaître tous les tenants et les aboutissants concernant l'entreprise en question. Et d'une manière plus générale, ce sont les cas de condamnation qui arrivent en attendant la mise en place de cette BDES. Quelques jurisprudences pour illustrer l'absence de cette mise en place de BDES, justement, ou la complétude. De la théorie à la pratique, avec des exemples de jurisprudence très clairs. On a une décision assez récente de mars 2018 où la Cour vient nous dire qu'en l'absence de BDES, le délai de consultation sur les orientations stratégiques n'est pas opposable aux élus du comité d'entreprise dans la mesure où les informations utiles n'avaient pas été mises à leur disposition. Donc là, c'est une décision qui a été rendue sous l'empire des anciens textes, à savoir relatif au comité d'entreprise, mais parfaitement transposable, à mon sens, au CSE. On avait ici une situation donc, de blocage. Tant que l'employeur ne faisait pas part des informations qui étaient utiles aux élus, notamment en remplissant la BDES, le délai de consultation ne courait pas, et donc l'employeur ne disposait pas de l'avis qui était préalable à faire ses choix stratégiques. Autre exemple, ici 2 arrêts de cour d'appel. Pour une société du secteur de l'industrie pharmaceutique, en l'espèce, on avait une BDES qui était incomplète, des rubriques et des données manquaient. Cette société a été condamnée à remettre aux IRP intéressés, sous astreinte de 1 000 € par jour, les différents documents manquants, outre notamment une condamnation pécuniaire de 5 000 €. Et on retrouve le même type de décision pour une société du secteur des transports. Ici, la BDES était incomplète, elle comprenait les thèmes obligatoires, mais certaines données étaient manquantes. Là aussi, la société a été condamnée à établir une BDES conforme, outre une condamnation financière. Alors, sans vous avoir fait trop peur avec ces cas de condamnation, l'idée c'est plutôt de vous apporter quelques conseils pour se mettre en conformité avec les textes de loi, mais surtout pour simplifier et bien mettre en place votre prochain dialogue social. Donc Teddy, est-ce que tu peux nous éclairer sur la façon de mettre en place un CSE? Oui, vous éclairer tout d'abord sur la date. Le CSE doit être mis en place au plus tard au 1er janvier 2020. Concrètement, le CSE
remplace en les fusionnant, comme je l'ai évoqué précédemment, les anciennes institutions représentatives du personnel, délégués du personnel, comité d'entreprise et CHSCT. Ce remplacement devra être effectif au plus tard le 1er janvier 2020. Et ce remplacement se fait progressivement en fonction de la date d'échéance des mandats en cours. Cette mise en place est obligatoire pour les entreprises d'au moins 11 salariés par la voie d'élection professionnelle. Et c'est une nouveauté, le seuil d'effectif s'apprécie désormais sur 12 mois consécutifs. L'initiative d'organiser les élections professionnelles appartient à l'employeur et les élus disposent d'un mandat d'une durée de 4 ans, à défaut d'accord sur le sujet. Un petit focus sur certains points, certaines étapes essentielles du calendrier des élections. Première étape, il s'agira pour l'employeur d'informer le personnel de l'organisation prochaine des élections. Cette information se fait classiquement, en pratique, par voie d'affichage au sein de l'entreprise. Également, deuxième étape, l'employeur devra informer les différentes organisations syndicales concernées et les inviter à négocier ce qu'on appelle un protocole d'accord préélectoral et également, pour ces organisations, à établir leurs éventuelles listes de candidats. Cette information se fait soit par courrier ou soit par voie d'affichage, en fonction de l'organisation syndicale concernée. Troisième étape, il s'agira de négocier le protocole d'accord préélectoral, en pratique, par une convocation à l'entreprise des différentes organisations syndicales. Ce protocole d'accord préélectoral a pour objet de fixer les modalités pratiques de l'élection. Quatrième étape, il s'agira d'informer justement le personnel sur ces modalités pratiques de l'élection et d'établir par voie d'affichage la liste des salariés électeurs et éligibles en fonction des règles applicables du droit électoral. L'employeur recevra ensuite les différentes candidatures et les affichera au sein de son entreprise. Ensuite, il préparera les élections sur le plan matériel, notamment l'organisation du vote par correspondance. Les dernières étapes évidentes, à savoir la tenue du premier tour et le déroulement du premier tour des élections professionnelles, avec la proclamation des résultats et l'établissement du procès-verbal des élections par le bureau de vote. Le cas échéant, notamment en cas de carence de candidature, un second tour pourra être organisé. Et dernière étape, ces différents PV d'élection seront envoyés notamment à l'inspection du travail. Donc voilà, comment en 10 étapes mettre simplement en place le CSE. Une fois ce CSE mis en place, comment est-il composé? Il est composé d'abord d'une présidence qui est assurée par l'employeur ou son représentant, autour d'une délégation du personnel élu, donc les personnes qui ont obtenu un mandat au cours de ces fameuses élections professionnelles. Il faut savoir qu'il y a des élus titulaires et des élus suppléants. C'est important puisque au cours des réunions qui seront organisées, seuls les élus titulaires seront présents. Les élus suppléants pourront être présents uniquement en cas d'absence d'un élu titulaire. Le nombre d'élus est fixé par accord ou, à défaut, il est fixé par le Code du travail. À titre d'exemple, pour une entreprise de 20 salariés, celle-ci disposera d'un élu. Pour une entreprise de 80 salariés, il s'agira de 5 élus. Pour 350 salariés, le nombre de titulaires passe à 11 élus. Et pour une entreprise de 1800 salariés, nous sommes à 21 élus. Donc, en réalité,
À défaut d'accord, c'est uniquement le Code du travail qui s'applique en fonction du seuil d'effectif, de l'effectif de l'entreprise. Quelles sont les missions? Les missions, et tout d'abord, dans quel cadre elles s'exercent, par la périodicité de réunions qui sont tenues, les réunions du CSE. Dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 49 salariés, le CSE est réuni au moins une fois. Une fois par mois. Oui. Le CSE est doté pour l'essentiel des attributions qui étaient dévolues aux délégués du personnel. On retrouve la logique réunion mensuelle des délégués du personnel au travers, ici, de la réunion mensuelle du CSE pour ce seuil d'effectif d'entreprise. Les missions, quelles étaient-elles pour le DP et quelles sont-elles aujourd'hui pour le CSE? De présenter les réclamations individuelles et collectives, de disposer de compétences en matière de santé, sécurité et conditions de travail, et disposer également de compétences particulières, notamment en cas de licenciement économique collectif ou de reclassement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail. C'est l'hypothèse que j'envisageais précédemment. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi une périodicité de réunion qui est différente. Si l'entreprise a un effectif qui est supérieur à 50 salariés, dans cette hypothèse, c'est une réunion qui est, à défaut d'accord, bimestrielle, au moins 6 réunions par an. Et pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 300 salariés, la réunion est mensuelle, toujours à défaut d'accord. Concernant les attributions dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE reprend l'essentiel des attributions qui étaient dévolues aux délégués du personnel, CE et CHSCT, à savoir assurer l'expression collective des salariés, être informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marge générale de l'entreprise, et disposer de missions générales dans le champ de la santé, sécurité et conditions de travail. Avec une spécificité notamment pour les entreprises de plus de 300 salariés qui devront mettre en place ce qu'on appelle une C2SCT, une commission santé, sécurité et conditions de travail, qui reprend presque, je dirais, les attributions du CHSCT, sachant que ces missions en pratique seront définies par le CSE. Relativement au fonctionnement, on a parlé tout à l'heure des consultations. Le CSE doit être consulté de manière récurrente sur certains sujets. On a des consultations, on a 3 blocs de consultations récurrentes, à savoir les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière de l'entreprise, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et d'emploi. Et un accord d'entreprise peut aménager justement cette périodicité de consultation dans la limite de 3 ans maximum. Et à défaut d'accord, on a une consultation qui est annuelle. On a également des consultations ponctuelles, à savoir, à titre d'exemple, sur la mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés, les restructurations et compressions d'effectifs, procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire. On l'a bien vu, ces consultations, préalablement, doivent être précédées d'une information à destination des élus membres de la délégation composant le CSE. Et c'est justement l'objet de la BDES. Exactement. Donc sans transition, parlons justement de cette BDES. Donc la BDES, qui est en place légalement depuis 4 ans, certaines entreprises ont sauté le pas très vite, voyant là la possibilité d'afficher beaucoup de transparence et d'aller fédérer le plus grand nombre de collaborateurs aux stratégies de leur entreprise. D'accord ? On se rend compte aujourd'hui que la BDES est toujours en montée en puissance. Il suffit de regarder le taux d'équipement des entreprises et des organisations françaises aujourd'hui. L'ensemble des actualités du dialogue social font en sorte que ce dialogue prend de plus en plus de place et le support de ce dialogue, c'est justement la BDES. Donc, malgré un dialogue social déjà existant, on parlait tout à l'heure
du bilan social, toutes ces informations sur les évolutions des effectifs que vous aviez l'habitude de transmettre à vos élus, eh bien, on constate plus récemment 3 principaux phénomènes qui viennent accélérer cette mise en place de BDES ou qui viennent faire évoluer la façon dont on présente les informations. Notamment l'arrivée des nouveaux élus au format CSE, donc, et ces nouveaux élus passent par la case formation. En passant au travers de cette case formation, ils reviennent la plupart du temps gonflés de leurs droits et de leurs devoirs, et ils commencent bien évidemment par faire valoir leurs droits. Et leurs droits, c'est le droit à l'information, donc c'est la mise en place d'une BDES pour vous. Autre possibilité, les élus peuvent mandater ou faire appel à des expertises, à des cabinets comme Syndex, Secafi, Technologia ou autres, il y en a plusieurs. Et le coût de ces expertises est la plupart du temps assez élevé. Et l'objectif de ces expertises, c'est d'aller mettre à disposition de l'information de votre entreprise à disposition des élus, que ce soit pour émettre un avis, favorable ou défavorable, comme on en parlait tout à l'heure, ou tout simplement pour avoir cette notion d'information. Et puis enfin, la dernière hypothèse de mise à disposition, c'est quand l'inspection du travail s'intéresse un petit peu trop aux informations qu'on transmet à nos élus, tout simplement. Donc maintenant, comment, à partir d'un cadre légal très universel, on va être capable de rendre opérationnel un dialogue social au sein d'une PME par exemple, ou au sein d'une entreprise en fonction de son activité. Donc la première chose, Teddy l'a bien souligné tout à l'heure, c'est qu'à défaut d'accord d'entreprise, c'est la loi qui s'applique. Donc bien évidemment, il est préférable de mettre en place un accord d'entreprise avec vos élus, pour la simple et bonne raison que ça va permettre de venir rendre opérationnel, de venir parfois réduire la quantité d'informations, mais au contraire de choisir une information plus pertinente ou qui va venir répondre aux attentes de vos élus. D'accord ? Donc là, depuis que les ordonnances Macron ont été mises en place, on a beaucoup de souplesses qui ont été accordées sur ce dialogue social. Il suffit simplement de pouvoir les rédiger autour d'un accord avec vos élus. L'objectif reste le même, hein, c'est d'apporter suffisamment d'informations pour que vos élus comprennent les stratégies des entreprises et qu'au travers des élus, vous puissiez aller fédérer l'ensemble des collaborateurs de votre organisation. Quelques solutions sur le marché aujourd'hui pour traiter cette contrainte légale, cette problématique de la BDES. Historiquement, on avait bien évidemment le classeur papier qui était parfois mis à disposition dans la salle des élus, parfois fermé à clé dans le bureau du DRH de l'entreprise. Aujourd'hui, déjà, ce format papier a été interdit pour les entreprises de plus de 300 collaborateurs et ce sera probablement le cas prochainement pour les entreprises de plus de 50 collaborateurs. Donc, l'objectif, c'est de venir digitaliser, dématérialiser les informations qu'on transmet. Historiquement, comme la plupart des indicateurs de la BDES sont des indicateurs chiffrés, des indicateurs numériques, avec 70% des indicateurs sur la partie sociale et 30% sur la partie financière, on avait le fameux fichier Excel. C'est vrai que c'est assez peu coûteux et vous êtes tous autonomes pour pouvoir le mettre en place. Seulement, avec la quantité importante d'indicateurs qui est arrivée, pouvoir gérer cette notion d'indicateur sur 6 années glissantes, hein, il faut couvrir les 2 années passées, l'année en cours, puis une projection sur les 3 années à venir. Ce tableau Excel devient vite très chargé avec un nombre important d'onglets, avec des historiques, des versions, et puis des problématiques de gestion des droits d'accès, qui peut lire, qui peut modifier, et ainsi de suite. On retrouve une autre solution, c'est des solutions de gestion électronique de documents, ou tout simplement un partage de documents. Donc là, on retrouve l'esprit du classeur papier, sauf qu'au lieu d'avoir un classeur papier édité, eh bien on se retrouve avec des versions PDF de ces documents qui sont mis à disposition sur des répertoires partagés. Donc là aussi, assez simple de mise en place. En revanche, on n'a pas cette notion de dynamique des données, puisque les documents sont la plupart du temps assez figés, et puis ces documents, ils sont plutôt liés à l'historique. Donc on se retrouve plutôt avec une logique de bilan social ou de liasse fiscale, plutôt que d'avoir une BDES avec des données agrégées et des données consolidées. Vous l'aurez compris, je vous l'ai dit tout à l'heure, 70% des données chiffrées et numériques sont des données sociales. Donc des données qu'on peut venir calculer à partir d'une extraction de votre outil de paye.
d'accord, qu'ils soient externalisés ou non d'ailleurs. L'avantage de ces solutions-là, c'est que ça peut venir faciliter une partie du traitement des données sociales notamment. L'inconvénient, c'est qu'il va se réduire à ce simple traitement des données sociales. Donc, il va nous manquer tout le volet financier, d'accord. Et puis, il va également manquer l'information sur les stratégies, la partie sur les plans de formation, etc. Donc, ça en fait un outil de préparation à la BDES, mais pas un outil de BDES complet, d'accord. On retrouve également un autre type de solution qui s'appelle les outils BI. BI pour Business Intelligence. Là, l'idée, c'est que c'est un outil informatique qui va avoir la capacité, l'intelligence, d'aller chercher dans un outil de paye les données de la paye, dans un outil de comptabilité les données financières, dans un outil RH les plans de formation et ainsi de suite, de venir consolider l'ensemble de ces informations sur un format unique, uniformisé, et de pouvoir venir le présenter avec une gestion des droits d'accès. Ce type de solution est aujourd'hui encore très coûteuse et elle est plutôt réservée aux entreprises du CAC 40. En tout cas, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. En plus de ce coût, il y a un délai de déploiement qui est relativement long. On est entre 6 mois et 1 an pour la mise en place de ce type d'outil et ça nécessite une maintenance et une mise à jour régulière. D'accord ? Et puis enfin, il y a des solutions qui sont dédiées à la BDES, donc c'est-à-dire qui ont pris ou qui ont tenté de prendre les différents avantages des uns et des autres, mais qui se sont plutôt concentrés sur un outil de gestion du dialogue social qui inclut le support de cette information, à savoir la BDES. Et pour étoffer rapidement cet exemple, voici ce qu'on peut retrouver comme module dans une solution globale de gestion du dialogue social. On va retrouver tout d'abord le support de l'information, donc la BDES, donc le contenu. On va retrouver automatiquement le cadre légal, donc la liste des indicateurs qui va correspondre à votre organisation, selon que vous soyez privé ou public, selon que vous soyez une association, etc. Donc ce cadre légal, on va le retrouver directement embarqué dans la solution. Donc plus besoin d'avoir à opérer cette veille juridique. Deuxième chose, en termes de sécurité d'accès à l'information. D'abord, on va prévenir vos élus qu'ils ont accès à cette BDES dans le cadre de leur mandat. Et on va charger la date de début et la date de fin de mandat. Comme ça, on vient sécuriser l'accès à l'information. Il y a également une charte de confidentialité qui rappelle que toutes les données sont considérées comme sensibles par défaut et certaines confidentielles, avec une date de fin de confidentialité et puis un motif de confidentialité. Enfin, derrière, on aura de la traçabilité, donc c'est-à-dire qu'un utilisateur, un identifiant, un mot de passe. Ça nous permet de savoir qui fait quoi et de bien maîtriser les informations de son dialogue social. En parallèle de ce cadre légal de la BDES, on peut venir y ajouter un agenda social. L'agenda social, ça va permettre autour d'un seul et même outil de planifier vos séances, de planifier vos temps de consultation, d'envoyer vos ordres du jour, de recevoir les PV de réunion, les comptes rendus d'assemblée, et tout ça autour d'un outil unique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'informations qui circulent dans les pièces jointes de vos messageries. Tout est centralisé autour d'un seul et même outil et ça vient également dépersonnifier le porteur du message. Aujourd'hui, ce sont souvent les équipes RH qui viennent véhiculer, qui viennent transmettre les informations aux élus. Demain, c'est l'outil BDES, c'est l'outil de gestion du dialogue social. Et enfin, en termes de performance, là on est plutôt sur la capacité de l'outil à venir interpréter des chiffres dans des tableaux pour en faire une visualisation graphique. D'accord ? Et donc là, si on en croit les derniers retours d'expérience, plus de 78% des élus qui consultent des informations de la BDES ne consultent que les graphiques. Et dans les graphiques, 90% de ce qui est consulté, c'est de savoir si c'est plus ou moins que l'année précédente, que ce soit en termes d'effectifs ou que ce soit en termes d'euros notamment. Donc voilà, pour vous présenter rapidement la mise en place du CSE, les outils BDES. Je vous propose maintenant de passer aux questions-réponses, et il est 11h32. Alors, première question. Beaucoup de questions juridiques, apparemment. Elle est pour toi, Teddy. Nos élus, la plupart du temps, refusent de formuler un avis favorable ou défavorable. Ils argumentent en indiquant avis motivé ou parfois réservé. Peut-on leur demander de se prononcer ? Alors, sur ces questions-là, on a justement des délais dans lesquels sont enfermés les différents élus pour rendre leur avis.
Ces délais il y a 3 types de délais, 1 mois, 2 mois, 3 mois de mémoire, et ils dépendent de la situation, notamment si les élus, pour rendre leur avis, ont fait appel à un expert, ont sollicité une expertise. Et donc, dans l'hypothèse où les élus n'ont pas rendu d'avis dans le délai qui leur a été imposé, ils sont réputés avoir rendu un avis néanmoins, un avis de mémoire défavorable. Donc on peut leur demander de se prononcer, mais à défaut, s'ils ne se prononcent pas dans le délai, à condition qu'ils ont bien été informés, ils sont réputés avoir rendu un avis défavorable. D'autres questions? Sous quel délai l'employeur doit-il envoyer les PV des élections à l'inspection du travail? De mémoire, c'est un délai de 15 jours, c'est un délai assez court, sachant que ce PV d'élection est à envoyer, j'ai indiqué à l'inspection du travail, j'ai indiqué notamment, puisqu'il est également à envoyer au centre de traitement des élections professionnelles, à une adresse, de mémoire c'est à Rouen, une adresse qui est dédiée, et également aux organisations syndicales qui ont participé notamment à la négociation du protocole d'accord préélectoral. J'ai une autre question, alors juridique, hein, pardonne-moi Kevin. Vas-y. Pour les sujets soumis à l'avis du CHSCT, est-ce que la commission CHSCT se prononcera ou est-ce que c'est le CSE? C'est une très très bonne question. En l'état actuel des textes, c'est bien le CSE qui se prononce. Et le rôle du CHSCT est enfermé dans le rôle que lui a confié le CSE. Donc concrètement, ce sont des élus du CSE qui composent, alors j'ai dit CHSCT, mais c'est bien C2SCT, Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail. Je me reprends. Et le rôle des élus donc est enfermé, et les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sont des membres du CSE. Et donc, c'est le CSE qui détermine quels sont les champs d'action de ces élus qui composent cette commission. Mais c'est bien le CSE qui se prononce. Quel délai moyen doit-on prévoir pour mettre en place un CSE si rien n'existait auparavant? Là, on est dans l'hypothèse notamment d'une entreprise qui vient de franchir le seuil de 11 salariés, ou une entreprise qui avait déjà franchi le seuil, mais qui a tardé un petit peu. Ça arrive tant qu'aucun salarié ne sollicite l'organisation d'élections et qu'un inspecteur du travail n'est pas passé, par exemple, dans l'entreprise où n'a pas vu les choses. Raisonnablement, on est enfermé dans des délais légaux, mais en pratique, il faut compter à peu près entre 2 et 4 mois. 2 mois, c'est un délai extrêmement court. Moi, afin de réfléchir le sujet, j'envisagerais au moins 3 à 4 mois. Et puis, alors je ne sais pas au niveau du temps, on en a eu beaucoup de questions. On a peut-être une autre question ici, intéressante. Pour la première étape des élections, par voie d'affichage et pour les collaborateurs absents, en maladie, en congé sabbatique ou autre, doit-on les prévenir par courrier? C'est une très bonne question. Je n'ai jamais été confronté à cela. Concrètement, je ne vais pas me prononcer, m'avancer sur une réponse. Voilà, ça mériterait une étude de ma part. Voilà, concrètement, je ne vais pas dire d'avis. Pardonnez-moi pour cette petite coupure. Le vote électronique, c'est dit? Est-il obligatoire de recourir à des experts extérieurs? Obligatoire, je dirais oui, pas de manière légale, mais de manière pratique. Le vote électronique est quelque chose d'extrêmement complexe et très souvent, ce qui est recommandé, c'est de faire appel à un intervenant extérieur qui maîtrise ces sujets, qui font appel à la fois à des notions légales et des compétences techniques en informatique.
Alors, je vois une question sur la BDES. Je m'empresse de la saisir. Aucune modification du contenu? Non. Que vous ayez une organisation encore aujourd'hui, DP, CE, CHSCT, et puis des délégués syndicaux, des représentants syndicaux. Demain, vous allez passer aux instances uniques, donc CSE, qui va venir regrouper, qui va venir fusionner ces différentes instances. Aucune modification sur le contenu, sur le format ou sur la périodicité des informations que vous devez mettre à disposition de ces élus. Ce qui va venir changer, en revanche, c'est qu'avant, vous aviez peut-être des informations que vous ne communiquiez qu'au CHSCT et pas forcément au CE. Demain, dans cette instance unique, tous les élus du CSE, y compris les membres de la commission CSSCT, auront accès à l'ensemble des mêmes informations. D'accord ? Donc, c'est du côté de la gestion des droits d'accès à la BDES que ça va venir modifier ou impacter quelques notions. En revanche, en termes de contenu, en termes de fond d'informations que vous êtes censé transmettre à vos élus, on est exactement sur le même périmètre. Donc, pas de modification du contenu de la BDES. Je pense qu'on a fait le tour sur les principales questions. On vous a transmis de toute façon nos coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter, ce sont nos coordonnées directes. Et donc avec plaisir pour répondre à vos cas particuliers et étudier ensemble vos problématiques. J'espère que le webinaire aura répondu à la plupart de vos questions, qu'on vous a suffisamment éclairé. Je rappelle que le support est téléchargeable, donc vous pouvez conserver avec vous les informations qu'on vous a présentées ce matin et que l'accès à ce webinaire peut se faire en replay pour pouvoir le partager ou pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir y assister dans son intégralité, vous pourrez le reprendre de votre côté. Merci encore de ce temps partagé avec nous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.